La culture occidentale est basée sur le dogme de la supériorité de l'homme sur l'animal et sur la nature. L'homme est le roi de la création, ce qui paraît légitime du fait de son intelligence, de la raison, de la culture, du langage, de la morale, de la politique. Mais évidemment, ce n'est pas seulement des mots en l'air, c'est aussi basé sur des faits, c'est-à-dire en particulier la révolution industrielle, le confort dans lequel l'abondance alimentaire, etc. Donc ça a paru longtemps indiscutable. Et d'ailleurs, il y a une flopée de livres sur l'homme, le progrès, etc. Mais évidemment, en écologie, et je suis écologue de profession et éthologiste aussi, c'est-à-dire je m'occupe aussi du comportement animal, on dit qu'il y a une loi qui s'appelle loi de Gauss qui dit que on peut pas indéfinir, qu'il y a des compétitions entre les espèces et qu'on ne peut pas indéfiniment, dans un monde fini, avoir une croissance infinie. Or, la démographie est galopante et on peut donc se poser le problème de savoir comment ça va se terminer, c'est-à-dire que est-ce que cette population va continuer à croître. Les démographes disaient qu'il allait y avoir un plateau, ça allait s'arrêter, mais manifestement ce n'est pas le cas. Donc il faut revoir les problèmes. Et actuellement, on a toute une série de catastrophes qui nous tombent sur la tête, qui sont en particulier le changement climatique, mais et j'ai parlé de la démographie, mais il faut voir aussi que parallèlement, les ressources naturelles décroissent, s'épuisent. Donc il y a quand même un problème qui se pose. D'autre part, il y a des tas de conflits sociaux, etc. Et tout ça se croise et fait un cadre qui devient de plus en plus inquiétant. Alors ce que j'ai essayé de faire, ce n'est pas un essai supplémentaire sur l'homme, il y en a des milliers, mais de faire l'histoire naturelle de l'homme. Et ça, il y a très peu de gens qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est pas facile. Pour la bonne raison que si on étudie un animal dans la nature, c'est très facile de savoir son mode d'emploi, c'est-à-dire sa fonction dans la nature, sa niche écologique, pour parler plus précisément. Parce que quand on voit un lion, on voit bien à quoi il sert. Quand il mange une antilope, on sait pourquoi il a des griffes et des crocs aussi grands, etc. Mais par contre, quand on arrive sur les animaux domestiques, ça devient déjà très difficile, parce qu'on n'a plus le cadre, on n'a plus le contexte. Et chez l'homme, c'est encore plus difficile. Donc ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de réflexion. Alors, cependant, actuellement, on a des tas de données qui tombent, à la fois en écologie, en éthologie, les disciplines que je connais. En éthologie, par exemple, il est évident que tout ce qu'on a raconté sur le fait, en particulier Descartes avec sa théorie de l'animal-machine, que l'animal n'était ni sensible ni intelligent, c'est complètement faux, évidemment, bien qu'il ne parle pas, il est évident, en éthologie ça a été montré de multiples fois, que l'animal est tout à fait intelligent, a une certaine culture. Bon, nos domaines privilégiés ne sont pas aussi développés chez l'animal, chez les animaux en général, mais par contre, il est évident que tout ce que nous avons, c'est ce que Darwin disait d'ailleurs il y a 150 ans, tout ce que nous considérons comme étant unique chez nous, le propre de l'homme, en réalité existe toujours chez l'animal, et parfois ils ont des dons, comme par exemple l'olfaction, où on est complètement ou pas loin d'être nul. Donc il faudrait peut-être revoir un peu ce dogme, ce catéchisme qui fait qu'on est le centre du monde, qu'on est le nombril de la Terre, et qu'en réalité tout est centré sur nous et qu'on est très supérieur à tous les animaux. D'autant plus qu'en préhistoire, il y a aussi, alors j'ai essayé de mettre, actuellement il y a des tas de découvertes qui apparaissent et qui révolutionnent complètement la pensée humaine et la culture, mais c'est à peu près ignoré par les gens qui s'occupent surtout de technologie. Et donc par exemple, on sait maintenant, et les préhistoriens sont à peu près tous d'accord là-dessus, sur le fait que l'homme, notre fonction dans la nature, c'était d'être des chasseurs en groupe, collectif, coopératif, de gros gibier. Un peu l'équivalent des loups qui, tout seul, un loup peut abattre une proie de 50 kg, mais en meute, ils peuvent abattre une proie de 500 kg. Donc,
nous avons été pendant des millions d'années, en tant que famille humaine, et pendant 190 000 ans, en tant qu'espèce humaine Homo sapiens, on a été un chasseur coopératif de gros gibier. Bon, depuis 10 000 ans, c'est-à-dire depuis le néolithique, on a changé, on est entré dans l'agriculture et l'élevage, et maintenant quand on voit un bonhomme dans le supermarché, il est difficile de voir à quoi il était adapté, et à quoi il est toujours adapté d'ailleurs, bien qu'il n'en ait plus l'usage. Et donc, pour terminer, je dirais que j'ai essayé dans ce livre de faire un peu, de défendre la thèse inverse de tout ce qui est défendu ailleurs, classiquement, c'est-à-dire que l'homme, et je pose la question, et j'essaie de la défendre, et je pense que les arguments sont tout à fait solides, et à mon avis plus solides même que l'opinion classique, que l'homme est un animal raté, c'est-à-dire qu'il n'est pas construit pour durer, alors que l'animal, la nature, les végétaux, tout ça est construit pour durer. Donc, il va falloir en tenir compte et éventuellement changer la donne si on y arrive.